On va commencer par donner quelques petits chiffres pour planter le décor, et puis après j'arrête de parler, c'est les invités qui vont nous raconter un petit peu leurs expériences. Donc aujourd'hui, il y a 7 enfants sur 10 qui mangent à la cantine. La restauration collective, c'est 14 millions par jour de repas. Ça comprend à la fois les scolaires, le médico-social, les administrations. Donc avec de tels chiffres, en fait, on comprend que si on fait bouger un petit bout du secteur, c'est quand même une lame de fond qui se met en... Bref, une lame de fond, quoi. Voilà. Et donc, il y a du boulot. Alors, la dame, elle rappelle que chaque repas pris en restauration collective génère 250 grammes de déchets, fois 14 millions, voilà. En 2019, entre 6 et 9 tonnes de nourriture encore consommable sont jetées quotidiennement au sein des restaurants d'entreprise de la Défense. Voilà. De l'autre côté, ça c'est pour les chiffres un petit peu qui montrent un petit peu les enjeux. En revanche, ça bouge vraiment côté prise de conscience. 94% des Français ils sont sensibles au gaspillage alimentaire. 86% privilégient les produits avec moins d'emballage. Et 30% du contenu des poubelles françaises sont des déchets organiques. Et ça, Martin, tu nous diras si c'est une bonne nouvelle, un bon chiffre ou pas tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça ? Je vais te donner la parole, justement, Martin, et tu vas nous présenter ton activité des alchimistes. C'est quoi votre alchimie ? Vous transformez quoi en quoi ? Rebonsoir à tous. Notre métier à nous, c'est de nourrir les sols en fabriquant du compost. Il y a déjà de la terre dessus. Je ne sais pas si vous savez... Si vous faites bien la différence entre la terre et du compost, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une ébauche de définition du compost dans la salle peut-être ? N'hésitez pas. Alors ceux qui peuvent donner des définitions du compost se lèvent. non, on arrête. Ah, si, vas-y. Ça, c'est ce qu'on appelle le compostage. Il peut y avoir plusieurs formes de valorisation, le compostage ou la méthanisation, par exemple. Le compost, c'est à distinguer de la terre, qui est un support de culture. Le compost, c'est un amendement qui va venir nourrir les sols sur la durée et par ricochet nourrir les plantes et les végétaux qui sont dessus. En plus de ça, l'intérêt de nourrir les sols, et c'est la mission qui nous anime, nous, chez les alchimistes, c'est de lutter, de participer à travailler sur 2 enjeux qui sont vraiment générationnels, que sont l'effondrement de la biodiversité et le réchauffement climatique. Des sols riches, qu'on a nourris avec du compost, qui est rempli de matière organique, ça va donc nourrir les sols sur le long terme et permettre à la biodiversité de se développer et de capter le carbone qui est dans l'atmosphère, et ainsi de lutter contre le réchauffement climatique. C'est ça notre mission chez les alchimistes, c'est de nourrir et de fertiliser les sols. Et pour ça, on a à notre disposition une quantité assez incroyable de matières premières, que sont les déchets organiques. Dans les déchets organiques, vous avez les déchets alimentaires, les déchets végétaux et d'autres choses, mais ce qui nous intéresse particulièrement là ce soir, ce sont les déchets alimentaires. Et comme on le disait en introduction, 14 millions de repas fois X grammes de gaspillage ou de déchets incompressibles, c'est autant d'opportunités de fabriquer du compost et de ramener de la matière organique sur les sols. J'ai encore 1 minute ? 30 secondes. Comment ça fonctionne ? Alors, on travaille avec tous les acteurs qui sont susceptibles de générer des déchets alimentaires, les professionnels, les ménages, et on va aller collecter chez eux tous les déchets alimentaires, fruits, légumes, viande, poisson, coquillages, os de poulet, tripes de lapin, tout ce que vous voulez, puisqu'on va pouvoir, nous, dans des conditions micro-industrielles, transformer tous ces aliments, tous ces déchets en compost. Très bien, merci. On enchaîne avec Yasmine et la cantine Gringo. Je crois qu'il y avait des slides qui illustraient, non, ou pas ou... Ah, c'est après. Ok. Alors, sans slide, Yasmine, c'est quoi la cantine Gringo ? Alors, il y a 4 ans, tout a commencé ici, parce qu'on a été incubé par Make Sense. On a eu une ambition assez folle de remettre la consigne au goût du jour. Pourquoi folle ? Parce que quand on voit le nombre de personnes qui ont connu la consigne ici, on voit à quel point ça a été pas mal d'évangélisation du marché.
sur un usage qu'il a fallu réadapter. Et donc du coup, notre objectif, c'était d'accompagner simplement les restaurateurs dans cette nouvelle façon de gérer l'emballage, d'avoir plutôt une vision d'usage que de propriété. Et deuxièmement, le deuxième challenge qui était limite le plus difficile, c'était de rendre un parcours agréable pour le consommateur qui ne le vive plus comme une contrainte. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est Gringo ? C'est un service de gestion d'emballage réutilisable à destination des restaurateurs. Et donc ce service-là, il est constitué de 2 blocs. Le premier, c'est toute la tech derrière, l'intelligence, le logiciel, qui va permettre à la fois de tracer les contenants via du QR code, de la RFID, etc. L'objectif étant de donner de la donnée qualitative à nos clients sous forme de KPI. Donc on va leur donner accès à un portail où ils vont avoir des KPI dashboard environnementaux, donc évaluer leur impact environnemental, économique, c'est hyper important aussi, surtout vu le contexte actuel, et opérationnel. Donc ça, c'est la partie, on va dire, traçabilité du logiciel. La deuxième fonctionnalité du logiciel, c'est de gérer tous ces flux de remboursement, des mécanismes qui vont inciter le conso à rendre son emballage. Je m'explique. Aujourd'hui, on parle de consigne. Une consigne classique, ça peut être, par exemple, rajouter 1 ou 2 euros au moment de l'achat du contenant. Et qu'est-ce qui va vous pousser en fait à rendre le contenant ? C'est récupérer cet argent. Et donc nous on va justement s'interfacer avec les outils de paiement existants, etc., pour que le parcours soit hyper simple. Mais la consigne, c'est juste une façon d'inciter le conso. On peut mettre en place des systèmes de caution, c'est plutôt un prêt, comme ce que vous allez faire quand vous louez une voiture. Vous n'allez pas être débité au moment de l'achat, mais on va vous donner un certain délai pour rendre le contenant. Et enfin, la troisième famille d'incitation au retour, c'est la gamification. On ne va rien vous demander au moment de l'achat. En revanche, on va vous inciter à rendre le contenant en contrepartie d'un gain. Le gain pouvant être matériel, un cadeau, ou des points de fidélité, etc. Et tout ça va être spécifique à l'enseigne. Donc, nous, Gringo, c'est vraiment la tech qui va designer la meilleure formule, donc traçabilité et gestion des flux financiers par client. Donc ça, c'est la brique logicielle qui était très longue, mais quand même très importante. Et le deuxième bloc de notre solution, elle est assez hardware finalement. Ça va être la structure qui va pouvoir collecter les contenants déposés par les clients. Parce qu'en fait, nous, Gringo, on est convaincus qu'il faille créer 2 flux. Un flux de distribution des contenants et un flux différent de retour des contenants, qui va plus être au comptoir du point de vente, mais dans ce qu'on appelle des bornes de collecte automatique. Donc on va autonomiser le client à rendre son emballage et à générer automatiquement son remboursement. Donc voilà ce que c'est en quelques mots Gringo. En 1 minute chrono. Et Guillaume, tu nous racontes un petit peu Too Good To Go. Ok. C'est né aussi en partie ici, puisque Make Sense a été un des incubateurs qui nous a accueillis il y a 6 ans et demi à peu près. Too Good To Go, c'est donc un acteur de lutte contre le gaspillage alimentaire. C'était à la base d'une application. La principale action qu'on avait, c'était l'application, et on va beaucoup en reparler. Mais maintenant, c'est aussi un mouvement dans le sens où on a d'autres piliers d'action. On fait de la sensibilisation auprès du grand public, on bosse avec des acteurs, des pouvoirs publics aussi pour essayer de faire en sorte qu'il y ait des avancées au niveau réglementaire, au niveau législatif, pour qu'on aille dans le meilleur sens sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est aussi un sujet d'éducation, on essaie de développer des programmes pédagogiques, ludiques, pour que dès le plus jeune âge, les enfants dans les écoles primaires comprennent ce qu'est l'enjeu du gaspillage alimentaire et des bons réflexes pour agir là-dessus. Voilà. Mais donc, pour revenir à l'application, l'idée il y a 6 ans, c'était de se dire le gaspillage est un problème assez diffus. Les acteurs, que ce soit la restauration, la distribution, essaient de faire en sorte d'éviter de surproduire, d'éviter d'avoir trop. Mais quand ils ont trop, soit ils essaient avec flexibilité, repasser,
proposer ça sur un service ultérieur, etc., jouer sur les dates de consommation si on prend la distribution. Soit il y a aussi l'aide alimentaire qui évidemment s'est beaucoup développée et c'est très bien grâce notamment à la loi Garot en 2016 et plus récemment à Egalim si on prend vraiment la restauration collective. Mais on se rend compte qu'il reste encore des sujets de surproduction qui ne trouvent pas de débouchés. Et donc le but de cette application qui a été créée, c'était de connecter des consommateurs comme vous et moi avec tous ces acteurs de la restauration et la distribution pour vendre sous forme de panier surprise à petit prix ces invendus et faire en sorte qu'ils soient sauvés de la poubelle. Donc on a démarré plutôt avec les supermarchés, les restaurants rapides, les boulangeries, les sushis, enfin tout ce que vous connaissez qui fait de l'alimentaire. Et depuis 2019, on bosse aussi donc sur la restauration collective, que ce soit l'entreprise, la santé, donc des hôpitaux, les EHPAD, les cliniques, le scolaire évidemment, donc les cuisines centrales, les écoles de la crèche jusqu'aux universités, pour faire en sorte que ces paniers trouvent des débouchés, que quelqu'un vienne les récupérer et les sauver. Merci pour cette mise en bouche. On va peut-être maintenant passer dans des cas un petit peu concrets pour que vous racontiez ce que vous faites sur ce sujet de la restauration collective. On reprend notre tour de table dans le même sens. Allez, vas-y. Ça, c'est intéressant. Encore quelques chiffres, pas des chiffres super gays, mais après on vient sur des trucs plus gays. Je vais reparler des sols. Je suis désolé, c'est très ancré chez nous le sujet des sols. On estime aujourd'hui que 75% des terres émergées sont peu à très dégradées. Donc il y a un vrai enjeu à améliorer la qualité de ces sols partout sur la planète, a fortiori dans les pays développés et dans les zones urbaines. 1 million 200 000 tonnes, c'est la quantité de biodéchets par an dans la restauration hors foyer. Donc chaque année, il y a 1 million de tonnes de déchets alimentaires qui sont générés hors de la maison. Ça correspond, si on le transforme de la bonne manière, à peu près 200 000 tonnes de compost qui pourraient venir amender les sols. 150, les deux éléments sont à mettre ensemble, les deux éléments suivants sont à mettre ensemble. Nombre de couverts par jour pour atteindre 5 tonnes de biodéchets par an. Pourquoi je vous parle de 5 tonnes ? Parce qu'il y a un sujet réglementaire qui pousse et qui nous aide bien, nous les alchimistes, mais qui aide aussi les citoyens à faire mieux. À partir du 1er janvier 2023, tous les producteurs de plus de 5 tonnes de déchets alimentaires par an devront avoir une solution de tri à la source et de valorisation. 5 tonnes, c'est donc à peu près 150 couverts par jour, 5 jours sur 7. Et encore mieux, encore plus ambitieux et encore plus réjouissant, c'est qu'au 1er janvier 2024, ce seuil va baisser à 0 kg. Tout le monde, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, certainement quelques-uns, à partir du 1er janvier 2024, que ce soit à la maison ou hors domicile, devra être en mesure de trier à la source et de valoriser ces déchets alimentaires. Il y a encore beaucoup de chemin. Nous, à Paris, on est particulièrement mal lotis parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui sont liées à l'urbanisme, à l'architecture et à la densité. Mais on devrait, en théorie, au 1er janvier 2024, avoir chacun d'entre vous et moi une solution pour valoriser ces déchets alimentaires. Aujourd'hui, il y a en gros deux, trois moyens de collecte, enfin deux, trois moyens de les capter, ces déchets alimentaires-là. Ça peut être soit le compostage domestique, il y en avait quelques-uns qui ont ça à la maison, un lombricomposteur ou un composteur de jardin. Vous avez les composteurs partagés, là ça nécessite d'avoir un petit peu plus d'espace, par exemple dans les parcs. Et après vous avez deux modèles qui sont en train de se développer, c'est la collecte en porte-à-porte, comme la collecte des ordures ménagères, avec un gros camion qui vient et qui prend les déchets et qui s'en va. Et puis, ce qui est en train de se développer beaucoup aussi, et nous on pousse beaucoup pour ça, notamment dans les villes denses, c'est l'apport volontaire, comme fonctionne aujourd'hui le verre, par exemple. Le verre ou les cartons, vous allez déposer vos déchets alimentaires dans un petit sac compostable dans une borne. Il y en a pas mal qui ont fleuri dans le 13e, dans le 14e, il y en a aussi en Seine-Saint-Denis, et ça va pousser de plus en plus dans le centre des villes. Là, je voulais m'attarder sur un cas concret avec un de nos clients, via un acteur de la restauration collective que je ne vais pas citer, pour ne pas faire de mal aux autres, mais
tout le monde le fait, et tout le monde le fait plutôt bien. On bosse nous aujourd'hui avec le ministère de la Transition écologique et solidaire. Bon, j'ai pas pris ce cas au hasard. C'est pas les plus écolos, les collaborateurs du ministère de la Transition, mais pour autant on a réussi à bien les embarquer. Guillaume, tu parlais de mouvement tout à l'heure. Nous aussi, à notre manière, on essaie de créer un mouvement qu'on appelle aujourd'hui Tous Alchimistes et qui va consister à embarquer le plus possible, enfin le plus de monde possible sur ces sujets du compostage, de la qualité des sols. Ce sera nos clients, ce sera les enfants qu'on aura sensibilisés dans les écoles, ce sera des partenaires, ce sera des particuliers qui viennent déposer leurs déchets alimentaires dans une borne. Tous ces gens-là qui, de près ou de loin, auront une action sur la valorisation des déchets. Et qu'est-ce qui s'est passé au ministère de la Transition ? Comme à peu près chez tous nos clients, on est venu, on a installé nos poubelles, on a formé et sensibilisé les équipes de cuisine, qui sont les premières concernées par le geste de tri. C'est bien plus facile de former à la source plutôt que de ensuite se retrouver avec des poubelles qui sont avec pas mal d'erreurs de tri et de les enlever à la main. Tout se joue vraiment en amont. Si on forme bien, si on sensibilise bien, si on embarque, si on donne envie, si on rend le truc sexy, eh ben, ça se passe plutôt mieux, voire beaucoup mieux. On les a donc sensibilisés. Le contrat a suivi son cours. Et ça avait tellement bien marché, c'était tellement bien perçu par le ministère qu'ils nous ont sollicité spontanément pour qu'on vienne sensibiliser aussi les convives, donc les 1500 salariés de la Défense, plus à Saint-Germain, plus je ne sais plus où, il y a 3 sites. Et donc on a posé un stand au milieu du resto avec un kakémono évidemment, et on a distribué des échantillons de compost aux collaborateurs. C'est hyper puissant comme moment et comme message, parce que vous pouvez toucher, sentir, voir le produit qui est fabriqué à partir de déchets alimentaires que vous-même vous avez triés. Et quand on se rend compte que ça a un impact, que c'est palpable, ça donne encore plus envie de faire les choses bien. Donc on a sensibilisé tous ces collaborateurs et on est même allé encore plus loin puisqu'ils nous sollicitent régulièrement, là c'est la 4e fois je crois, pour venir visiter nos sites de compostage. Je ne l'ai pas dit en intro, mais nos sites de compostage ils sont en première couronne. L'idée c'est de parcourir le moins de kilomètres possible entre le lieu où sont produits les déchets et le lieu où on les valorise. Et l'autre intérêt de rapprocher ces centres de traitement, c'est aussi de rendre les choses visibles. Je parle beaucoup de palpable, de visible. Jusqu'à présent, les déchets, on n'en parlait pas trop, on voulait un peu s'en débarrasser, les cacher. C'est en rendant les choses, c'est en montrant les choses qu'on fait adhérer et qu'on fait mouvement. Et les résultats de tout ça, c'est un engagement super fort des collaborateurs, une vraie fierté. S'il y a des gens qui demandent pour venir visiter nos centres de compostage et qui sont intéressés et qui sont fiers d'avoir participé à ça. Et on a aussi des datas qui sont hyper éloquente. On est à plus de 90 ou 12% de tri 3 étoiles, ce qui est plutôt au-dessus de la moyenne qu'on constate chez nos autres clients. Donc on a réussi à faire corps avec eux. Tout le monde a l'air très heureux de participer à ça. Ça nous permet d'en parler, ça permet d'inspirer et on est très contents. Moi, j'ai une petite question. Comment est-ce qu'on peut vous solliciter si moi j'ai un établissement et que j'ai envie d'avoir les alchimistes? Comment je fais? Ça me coûte combien? Comment ça marche? Ça va pas être très original le mode de contact. Il y a un formulaire sur le site où vous pouvez remplir un certain nombre de cases est-ce qu'on me répond? Et on vous rappellera dans les 48 heures maximum. Sinon, on fouette. Mais en théorie, c'est 24-48 heures. On peut s'appeler aussi, on peut envoyer un mail, on peut, tous les moyens assez classiques. Et combien ça coûte? Ça, c'est une bonne question. Aussi. Vous répondez oui à tout le monde. Vous avez la capacité si demain il y a 300 établissements qui vous contactent pour mettre en place un système de collecte de... Ouais. Ok. On a un modèle de développement qui est en escalier. Nos sites de traitement de compostage, ils sont capables d'absorber entre 6 et 800 tonnes par an. Et en gros, dès qu'ils sont remplis, on en ouvre un autre. Ça nous met à peu près... ça prend... Je fais synthétique, mais en gros, ça nous prend 3 à 4 mois pour installer un nouveau site de compostage. Et là, on est en train d'en installer un peu plus grand, beaucoup plus grand, avec une capacité de 10 000 tonnes par an. De toute façon, on sait qu'il y aura du besoin et qu'on pourra et qu'on devra ouvrir d'autres sites. Donc oui, on dit oui à tout, sauf aux clients qui sont trop loin de nos zones de collecte, parce qu'on ne veut pas faire
50 km, ça n'a pas de sens du point de vue environnemental. Combien ça coûte? Ça, c'est assez... Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, il faut compter autour de 300 € la tonne. Et dans ce coût-là, il y a, on peut le diviser en 3 sections. La première, c'est le coût de collecte, qui évidemment prend une part importante compte tenu des coûts de l'énergie et des difficultés, enfin du temps que prend le transport en région parisienne. Il y a un coût de traitement. Là, il y a une petite spécificité, c'est que mieux vous allez trier vos déchets, meilleure sera la note qu'on va leur attribuer et moins vous paierez. Donc il y a une espèce d'incentive à bien trier. Et puis il y a une troisième ligne qui nous est propre, c'est aussi la désinfection des contenants, puisqu'on fonctionne selon un système d'échange de bacs, c'est-à-dire qu'on va venir collecter des contenants pleins et on va les remplacer par des vides qui sont désinfectés, ce qui est plutôt hyper utile pour l'hygiène des locaux poubelles et pour le boulot des gens qui habituellement les nettoient. Et quel établissement qui a la meilleure note, les meilleurs, qui font le meilleur compost? C'est en général les restos gastro, parce que c'est une organisation assez militaire et ils sont aussi très attachés aux produits, ils savent bien d'où ça vient. Là, on a du 100% quasi systématiquement. Okay. Et ça se ressent après quand on achète son compost? Il y a le compost 3 étoiles, 2 étoiles? Non, il est que 3 étoiles celui-là. Okay. Très bien, merci. Yasmine, on va passer à toi et puis tu vas nous raconter ce qui se passe dans la principauté de Monaco. Alors oui, mais avant ça, je pense que ce serait bien de parler de nos cas d'usage en restauration collective. Donc Monaco, c'est en fait notre solution qui est appliquée à une collectivité. Donc aujourd'hui, on a embarqué la ville de Paris, notamment le 10e arrondissement, mais aussi la ville de Monaco. Mais en fait, il y a 4 ans, tout a commencé aussi avec la restauration collective pour plusieurs raisons. La première, c'est le cas d'usage, qui était assez simple. On trouvait ça aberrant qu'au sein d'un bureau, parce qu'avant, en plus, il n'y avait pas trop de télétravail, on pouvait déjeuner en format jetable. Et on se disait que finalement, le modèle de consigne et de rotation était hyper pertinent, parce que par définition, tous les jours, on mangeait au même endroit. Et donc finalement, on a réussi à facilement convaincre d'abord les grands groupes, puisque avant la restauration collective aujourd'hui qui œuvre énormément pour le réemploi, c'était quand même la voie de la RSE, c'était les entreprises qui imposaient pas mal à leurs restaurateurs des KPI plus ou moins exigeants sur les emballages jetables. Par exemple, la Société Générale ou Engie ont été assez pionniers dans cette démarche et aujourd'hui, ça fait partie de nos plus gros clients. Et donc, eux ont embarqué les restaurateurs collectifs qui y ont trouvé un intérêt économique et environnemental. Donc l'un dans l'autre, on s'est beaucoup développé en restauration collective. Aujourd'hui, on a autour de 100-150 clients en entreprise et on a diversifié notre offre en restauration commerciale. Donc aujourd'hui, on bosse beaucoup avec les chaînes de fast-food, la livraison de repas qui arrive à grands pas et qui a un impact monstrueux sur les déchets d'emballage au quotidien, et les collectivités qui agissent beaucoup, notamment poussées par les fortes ambitions des JO 2024. Ceci étant dit, comment ça fonctionne en restauration collective ? Nous, l'objectif, c'est de simplifier la vie toujours des restaurateurs qui vivent quand même cette gestion d'emballage réutilisable comme une charge. Donc, on va leur mettre en place un service d'emballage réutilisable clé en main. Donc, une fois qu'on a sélectionné avec eux le bon format d'emballage qui convient à leur offre alimentaire, donc là, c'est un exemple, la principauté de Monaco s'est orientée vers 100% d'emballage en verre. On va les équiper de QR code, et c'est cet outil qui va nous permettre de tracer les contenants à l'unité, et on va capter la donnée pour la récolter sur notre plateforme de tracking. Donc ça, c'est pour on va dire le contenant et le suivi du contenant au quotidien. Et donc après, qu'est-ce que ça veut dire pour le collaborateur qui va déjeuner dans son emballage ? Donc lui, on ne va pas trop lui changer sa vie. Et c'est notre objectif. Il va déjeuner dans son emballage réutilisable, et quand il le souhaite, et où il le souhaite, dès lors qu'il y a une borne de collecte installée dans son entreprise, il va pouvoir rendre son emballage, et automatiquement, on va le rembourser du montant de sa consigne. Et
hyper important aussi, il ne va pas devoir télécharger une appli, on ne va pas lui demander de faire quoi que ce soit, on va lui rembourser sur son moyen de paiement. Et il se trouve qu'en restauration collective, le moyen de paiement le plus diffus, c'est le badge entreprise. Et donc on a appliqué cette même logique dans tous nos canaux, dans tous les secteurs de la restauration avec lesquels on travaille. Typiquement en restauration commerciale, les chaînes de fast-food, McDo, KFC, etc., c'est pas un badge entreprise, c'est plutôt l'ACB. Et donc typiquement, on va s'interfacer avec les TPE, l'ACB pour pouvoir rembourser les consos sur leur CB, sur le programme fidélité de l'enseigne, etc. Donc en restauration collective, aujourd'hui, on a permis d'éviter 1 million d'emballages jetables. Donc on est hyper fiers et on va le fêter dans pas longtemps. Nos plus gros clients, aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, un de nos plus gros clients a une quinzaine de sites équipés et ils ont permis d'éviter 300 000 emballages. Donc ça va hyper vite. Le business model est assez simple aussi, hein. C'est un abonnement à ce service tout compris, donc avec la maintenance, et il y a des frais d'installation au départ. L'objectif est vraiment de donner de la visibilité sur la gestion au quotidien d'emballage, donc optimiser les taux de retour. Donc sur 100 ventes, moi restaurateur que j'ai vendu en format consigné, combien je vais récupérer d'emballage réutilisable et donc du coup à quel point je vais optimiser les rotations d'emballage. Donc tout ça, ils vont l'avoir sur notre plateforme de tracking sous forme de KPI. Et deuxièmement, est-ce que c'est rentable ? Et la réponse, la bonne nouvelle, c'est oui. C'est rentable. Nous, on travaille avec des petits et des grands sites. Pour les grands sites, c'est très vite rentable, hein, parce que la clé du succès du réemploi, c'est le volume. Ça, pour le coup, c'est pas que pour la restauration collective. Donc, plus vous faites de volume jour, plus vous allez rentabiliser votre solution rapidement. Donc, pour un site qui fait 100 à 200 ventes jours, on va dire qu'ils vont la rentabiliser dès la première année. Ils vont faire une économie d'autour de 7 000 € par an. Donc, c'est pas négligeable. Et ce montant-là d'économie va être doublé dès la deuxième année. Pourquoi ? Parce que la première année, il y a tous ces frais d'installation et du coup il y a un peu d'investissement au départ. Et pour un site qui fait 200 couverts jour, on est sur il me semble 5 tonnes de déchets d'emballage évités en 3 ans. Donc voilà, pour vous donner un ordre de grandeur des gros chiffres. Et puis pour le coup, si vous voulez tester le parcours, on a installé à l'entrée du lieu notre nouveau collecteur qui est beaucoup plus high-tech, etc. Donc je vous inviterai à tester la solution. Et tout aujourd'hui, une partie des emballages dans lesquels vous allez dîner seront équipés de QR code. Donc vous allez pouvoir tester de bout en bout la solution. Merci. On poursuit avec Too Good To Go dans les cantines. Alors j'aurais pu utiliser le même cas de figure, le ministère de la Transition écologique, que Martin, parce qu'on est aussi présent. Voilà, on est tous les trois présents sur. Ils sont pas si mal. Ils sont pas mal en fait, ces convives-là. Ils sont engagés. Je pense, ce que j'ai pas dit, l'aspect sensibilisation est énorme. Ça fait partie d'un pilier de notre offre et le mieux on va sensibiliser au départ et la plus optimisée la solution sera sur le long terme. Et les collaborateurs de la transition écologique étaient un peu compliqués à sensibiliser au départ, mais une fois que c'est compris, ça va bien. Voilà, pour vous expliquer un petit peu comment ça se met en place les paniers anti-gaspi. En tant que consommateur, je pense que certains d'entre vous ont l'application et connaissent un peu les étapes clés, mais grosso modo, je suis utilisateur de l'application, je découvre l'ensemble des commerces, sites de restauration partenaires. Je vais pouvoir découvrir s'il y a des sites qui ont des invendus à sauver avec un créneau de collecte pour venir le récupérer et un lieu de collecte indiqué. Je clique, je paye avec ma carte bancaire, mon compte PayPal et on me donne un reçu que je présente lors de la récupération pour obtenir mon panier et le consommer. Et des consignes de consommation aussi. Ça peut être à manger chez soi le soir parce que c'est un panier anti-gaspi du service du midi qui n'est pas sorti de la cuisine. Ça peut être parfois une consommation immédiate. Ça aussi, ça a été un de nos enjeux forts récemment, c'est de pouvoir agir sur les buffets qui sont une vraie part du gaspillage alimentaire importante. Si on prend vraiment la restauration collective, je dirais qu'il y a 3 grandes sources de gaspillage.
Les restes d'assiettes, bon, ça, on ne va pas en faire des paniers anti-gaspi, vous vous en doutez. Par contre, il y a un vrai enjeu de sensibilisation, c'est de faire comprendre à tous les convives que c'est une part de CO2, de travail, d'eau, d'énergie, de terres agricoles qui ont été utilisées pour rien. Donc c'est aussi comment on s'assure que gustativement ça plaise le plus, comment on s'assure que en termes de portions, on prend ce qu'il faut et trouver des adaptations. Et il y a beaucoup d'acteurs qui agissent là-dessus. Voilà, donc ça c'est les restes d'assiettes. Et ensuite il y a un petit peu la surproduction qui est en deux parts. Il y a la surproduction qui n'est pas sortie de la cuisine, on va dire, pour schématiser. Ça c'est des denrées qui peuvent être repassées, reconditionnées, données aux assos s'il y a des assos qui passent. On se rend compte que sur les restaurants d'entreprise c'est assez compliqué, à part le vendredi midi, de trouver des systèmes de collecte pour l'aide alimentaire. Et ça peut bien sûr être mis en panier anti-gaspi. Et ensuite, il y a donc les denrées qui ont été présentées en buffet et il va falloir les consommer assez rapidement. Et donc nous, un des enjeux, ça a été d'adapter ce qu'on a fait en restauration commerciale pour la restauration collective. C'est un peu l'inverse de votre cas pour la consigne Gringo, à savoir de s'assurer qu'on puisse faire une récupération assez rapide, tout de suite après le service de ces paniers-là, d'indiquer au consommateur qui peut le sauver et qui doit le consommer tout de suite, comme une vente à emporter en fait, sauf qu'on est dans l'anti-gaspi. Voilà, côté équipe de restauration, l'idée bien sûr c'est de s'adapter à la configuration du site, de ne pas rajouter un temps démesuré aux équipes sur la gestion et que ça s'intègre vraiment comme la fin de mon service, ces excédents, ces surplus, j'essaie de trouver une solution et très intuitivement, très facilement de les sauver en panier anti-gaspi. Donc j'identifie en gros ma surproduction, je vais créer un panier anti-gaspi. Pourquoi surprise? Parce que justement notre but c'est de laisser la flexibilité et de faire un panier avec ce qu'on n'a pas pu anticiper. Parce que si on l'avait anticipé, on ne l'aurait pas. Donc que ce soit un bœuf bourguignon ou un plat de lasagne, l'utilisateur Too Good To Go il ne sait pas ce qu'il va récupérer. Et pour nous, côté consommateur, c'est aussi de lui faire comprendre que récupérer un panier, c'est faire l'effort de ne pas choisir. Donc c'est faire une démarche anti-gaspi. Comme quand vous ouvrez votre frigo et que vous mangez des restes, vous faites l'effort sur un repas ou plusieurs repas de ne pas choisir de manger autre chose pour éviter de le jeter. Et ça, c'est aussi une des valeurs fortes qu'on a côté consommateur et en même temps la flexibilité côté site. Donc voilà, j'identifie, je crée mon panier, je viens sur une interface qui est reliée à l'application, alimenter le nombre de paniers, c'est juste le nombre de paniers que je viens ajuster. Et ensuite, c'est récupéré sur le lieu de récupération. Encore une fois, le lieu de récupération, ça a été un gros enjeu pour nous sur la restauration collective, parce qu'on n'est pas censé faire venir des consommateurs. Enfin, c'est pas prévu pour à la base. Si on prend les hôpitaux, les cliniques, les restaurants d'entreprise, les EHPAD, les écoles, où il y a aussi des enjeux Vigipirate, l'idée, c'est toujours de construire avec l'établissement quel va être le bon modèle de récupération. Donc parfois c'est l'accueil, parfois c'est le poste de sécurité, parfois c'est l'arrière-cuisine. Voilà, on trouve souvent des modèles. Parfois c'est la grille et l'utilisateur il a pour consigne de sonner à la grille de la cuisine centrale. Sur un créneau très défini, très court, on lui donne son panier et puis il repart derrière. Voilà pour l'impact. Donc voilà, je n'ai pas cité BNP Paribas qui est un des exemples forts. Alors BNP par exemple, ils ont beaucoup de sites de cantines d'entreprise, une partie qui sont opérés par des sociétés de restauration collective et une partie qui est gérée totalement par BNP. Donc ils ont internalisé en fait la gestion. Et donc eux, ils ont déployé Too Good To Go aussi de façon très large, à la fois pour les convives et pour les utilisateurs. Et nous, ce qu'on regarde vraiment comme indicateur phare de notre impact, c'est le taux de vente. Toi, tu parlais de taux de retour du contenant. Nous, c'est le taux de sauvetage du panier. Donc en fait, c'est pas le nombre de paniers, parce que l'intérêt d'une cantine, c'est pas de maximiser le nombre de paniers qu'elle va mettre sur l'appli. À l'inverse, c'est plutôt de le minimiser parce que on veut éviter la surproduction. Par contre, nous, notre intérêt, c'est de s'assurer que chaque panier qui est sur l'application, il va trouver un utilisateur qui va le manger. On a 12 millions d'utilisateurs, ça c'est quand même une force. Mais on s'est rendu compte que typiquement dans le modèle où c'était simplement les convives qui sauvaient des paniers sur la restauration d'entreprise, on avait des taux qui étaient à 40-50%. Donc on essaie de co-construire avec l'équipe de restauration et avec l'établissement
un moyen d'en faire bénéficier tous les utilisateurs pour aller chercher ce 100% en fait, de paniers sauvés. Bon, c'est hyper intéressant, on voit que c'est très complémentaire en plus vos solutions. D'ailleurs, le ministère de la Transition écologique mange à tous les râteliers. Moi, je voulais savoir si quand on a un établissement, est-ce que chacun d'entre vous peut me donner 2 bonnes raisons de faire appel à votre solution? Ça peut être une raison réglementaire, financière ou éthique. Allez, je commence. Pourquoi faire des paniers avec Too Good To Go? Un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, notre but il est autant d'avoir un impact environnemental que financier et que même parfois social. Évidemment, sauver un repas de la poubelle, c'est sauver ce que je disais tout à l'heure, tout ce qu'on a utilisé pour préparer, transporter ce repas. C'est aussi sauver le temps et le savoir-faire des équipes. Enfin, voilà, ça donne du sens aux équipes d'avoir en bout de chaîne un système qui permet de ne pas jeter ce qu'ils ont passé du temps à produire, cuisiner, servir. Donc ça, c'est un peu l'aspect logique, on va dire, de l'anti-gaspi et qui, je pense, est là depuis des générations. Évidemment, il y a un intérêt financier aussi chez Too Good To Go et on est très content de ça. C'est que le but n'est pas de faire de l'argent avec Too Good To Go, mais c'est d'en perdre moins pour les sites et de récupérer une partie de la valeur sur ces denrées-là, ce qui est aussi une incitation pour beaucoup à se motiver à passer 2-3 minutes de plus pour préparer des paniers et les donner. Et ce qui redonne de la valeur côté consommateur en fait. On est assez content de faire comprendre qu'il y a eu du temps de préparation derrière et que c'est bien de payer ce panier, de faire l'effort de venir le chercher directement. Et puis en plus financièrement, ne pas jeter, c'est éviter des coûts derrière en traitement, en collecte des biodéchets, sauf quand il y a une solution comme Martin. Donc ça c'est l'aspect financier. Et puis il y a l'aspect social. Évidemment, on n'a pas le même impact social que l'aide alimentaire. Et vraiment, on incite les sites à, quand ils le peuvent, prioriser l'aide alimentaire, parce qu'il y a une vraie complémentarité pour nous et il y a un besoin d'aide alimentaire dans ce pays. Mais on se rend compte aussi que sur des cuisines centrales, sur des écoles, sur tous nos sites, y a des gens qui viennent sauver des paniers, qui viennent aussi pas simplement pour l'aspect environnemental, mais parce que c'est un bon plan financier et que ça leur permet de récupérer un repas à petit prix. C'est des gens qui parfois sont juste au-dessus des seuils d'alimentaire, mais qui sont en galère. Là, il y a un contexte d'inflation qui, je pense, est assez évident pour tout le monde et qui nous donne encore plus envie de permettre à des gens, quel que soit en fait leur niveau de vie, et sans stigmatisation, de récupérer un panier derrière tout ça. Donc ça, c'est un peu les 3 grandes raisons, je dirais, pour mettre en place Too Good To Go. Un peu pareil chez nous. Tout à l'heure, j'ai parlé de retour sur investissement. Impact environnemental, je pense que tous les 3, c'est encore une fois évident, mais on le quantifie. En fait, faire appel à Gringo, c'est une data fiable qui va vous permettre de mesurer concrètement votre impact environnemental, économique, etc., pour pouvoir le communiquer ensuite en interne à vos collaborateurs. Et ça va créer, en fait, ça va valoriser votre marque employeur. Ça va créer une émulation autour du réemploi, des gestes du quotidien qui font que les collaborateurs sont collab-bacteurs de la transition écologique et on ne peut pas tout demander à la boîte. Donc tout ça, c'est une bonne raison pour le faire. Pour la boîte, c'est de valoriser cette data et la communiquer pour finalement rendre des comptes à un COMEX qui est de plus en plus exigeant en termes de RSE et à l'extérieur pour valoriser aussi sa marque. Donc ça, c'est l'enjeu un peu plus, on va dire, social de pourquoi faire appel à Gringo, mais surtout, je pense, faire appel à Gringo, c'est choisir l'expertise d'un acteur qui est assez pionnier dans le réemploi. Nous, on connaît très bien nos clients, on est à l'écoute de leurs besoins et tous les jours, on se challenge pour avoir une longueur d'avance sur leurs futurs besoins. Et ça, pour le coup, on est hyper exigeant là-dessus. Donc c'est aussi faire appel à notre expertise. Et je pense qu'on a tout résumé. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se recoupent. Effectivement, on a à peu près les mêmes, en partie les mêmes arguments.
Moi, je rajouterais l'impact bon sens paysan, dans la mesure où, je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, moi j'aime bien ce terme-là, dans la mesure où si on met en place des filières de valorisation des déchets alimentaires qui soient locales, efficaces, low-tech, on va réussir à amender les sols, à nourrir les sols en proximité, et petit à petit, dans un horizon à moyen terme, peut-être dans 30, 40 ans, en fonction de comment ça se passe, à retrouver des ceintures maraîchères autour des villes, telles qu'il en existait il y a 70 ou 80 ans, et pouvoir, par ricochet, s'alimenter avec des légumes, des fruits et légumes qui ont été produits à moins de 10, 15 ou 20 km. Ça fait le lien avec mon deuxième argument, qui est un argument social aussi. C'est le fait de recréer des jobs industriels ou agricoles dans les villes, dans les centres urbains, qui en sont hyper dépourvus. Il y a beaucoup de services. Or, il y a pas mal de gens qui ont besoin, enfin, qui ne peuvent pas seulement bosser dans les services, mais plutôt sur des sujets agricoles, industriels. Et en créant des filières de compostage et en voyant un peu plus loin des filières agricoles, on va redonner du boulot à ces gens-là, à une grande partie de ces gens-là. J'ajoute que chez les alchimistes, on a un vrai ADN social, puisqu'on a été cofondé par 2 structures d'insertion, que sont Alage et Études et Chantiers, et qu'on fait partie qu'on a un agrément ESUS, économie entreprise solidaire d'utilité sociale, et qui consiste notamment à recruter une grande partie de nos opérateurs, nos collecteurs, nos composteurs, en fin de parcours d'insertion ou de dispositifs d'emploi franc ou de quartier prioritaire de la ville. C'est vraiment un socle super important pour nous. Avec l'automne et la fin de l'abondance et le début de la sobriété pour toute la vie, on l'espère, est-ce qu'il y a des choses qui changent chez vous? Est-ce que les collectivités se tournent plus vers vous? Est-ce que vous sentez un engouement? Comment ça se passe? Nous, on est très sollicités, c'est un des arguments aussi que je n'ai pas cité, grâce au fait que la réglementation pousse. Les gens se rendent compte qu'il y a encore pas mal de choses à faire, que mettre ça en place, mettre une collecte séparée de déchets alimentaires, c'est un peu d'organisation, surtout sur des sites de taille importante, encore plus pour des collectivités ou pour des établissements scolaires d'une commune par exemple ou d'un département. Donc la réglementation, elle n'est pas liée à l'automne ni à la fin de l'abondance, mais en tout cas elle fait accélérer les choses de manière très très significative, d'autant plus que là, dans un an, tout juste un an et quelques mois, on devra être dans les clous, et c'est le genre de loi et de réglementation qui ne va pas être décalée. Il y a trop de pression citoyenne, il y a trop d'enjeux, trop de pression politique aussi, pour que cette loi-là soit décalée. Alors il y aura forcément des gens qui ne seront pas dans les clous au 1er janvier 2024, il y aura de l'indulgence, mais ce sera très regardé, et il y a normalement un système d'amende et ça va jusqu'au pénal en théorie si tout ça n'est pas respecté. S'il nous reste une peau de banane dans notre poubelle... Si vous n'avez pas de solution pour trier vos déchets alimentaires, c'est en prison. Qu'on se le dise. C'est gay. Hein. Il nous reste 1 an et 3 mois. Nous, clairement, on a vu le changement il y a 4 ans et demi. Il fallait expliquer ce qu'on faisait, pourquoi on faisait tout ça. Ça, c'était avant, et c'est une première victoire. Il y a une prise de conscience collective, il faut tous agir pour la transition écologique, ça, on ne l'explique plus. Ça, combiné en fait, à une pression réglementaire, fait que le marché explose. La restauration collective est exemplaire, parce qu'ils n'ont pas attendu la loi pour agir. Comme je l'ai dit, il y avait quand même un usage qui était favorable au réemploi. Là, on est juste en train d'accélérer sans expliquer. Il y a quand même pas mal de restaurateurs qui ont commencé en format pilote avec nous et aujourd'hui imposent à tous leurs clients la consigne. Donc ça, quand même, c'est un gros changement pour nous et une victoire. Et puis, il y a la restauration commerciale où il y a un gros sentiment d'urgence. Pourquoi ? Parce qu'ils ont négligé le réemploi. Pour eux, c'était pas du tout... ils ne se sentaient pas concernés. Et depuis, il y a la loi AGEC qui impose pour la restauration commerciale, donc une chaîne qui sert plus de 30 couverts par jour, devra supprimer l'emballage jetable au 1er janvier 2023.
Et on peut tous imaginer qu'ils ne sont pas prêts. Donc, comme ils ne sont pas prêts, ils se tournent tous vers des solutions comme les nôtres. Et ça fait, encore une fois, qu'on est en pleine croissance. Et des acteurs comme nous, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a un gros changement. Et enfin, il y a des grosses ambitions internationales comme les JO 2024. C'est la raison pour laquelle on est hyper sollicité par la ville de Paris qui et pas non plus en avance. Monaco qui a pris les devants, qui est très exemplaire et qui va beaucoup plus loin que la loi AGEC, eux suppriment toute l'emballage jetable, qu'il soit en vente à emporter ou sur place. Ils vont aussi appliquer ça pour la vente livrée. Donc voilà, c'est devenu presque mainstream. En tout cas, notre rêve, c'est que la consigne et le réemploi deviennent un standard de consommation, un réflexe, qu'on se pose même plus la question, qu'on se dise pas c'est compliqué, mais que c'est normal de faire ça. Parce que jeter un emballage qui a 5 minutes d'espérance de vie, c'est pas normal. Et alors, est-ce que la loi fait aussi la loi et la crise ? Est-ce que c'est bon pour... Ouais, alors côté lutte contre le gaspillage, c'est pareil, la loi Egalim d'abord, puis ensuite la loi AGEC ont demandé en fait aux acteurs d'avancer et d'agir sur le sujet. Déjà de mettre en place des plans de lutte contre le gaspillage, d'éviter de rendre impropre à la consommation ce qui était encore consommable, comme ça avait été le cas pour les supermarchés, la grande distribution dès 2016. Et la loi AGEC qui a mis un objectif beaucoup plus ambitieux, qui est de dire on doit réduire de 50% le gaspillage par rapport au niveau de 2015 en 2025. Donc pareil, c'est quand même dans 2 ans. Ce qui donne beaucoup. Alors, je pense que les acteurs, les sociétés de restauration collective avaient déjà pris à bras le corps le sujet du gaspillage alimentaire. C'est pas un sujet nouveau ou qui était un sujet d'inaction. Par contre, on se rend effectivement compte que sur les collectivités, les départements, les régions, c'est un sujet qui devient un peu plus pressant. Et beaucoup nous contactent aussi avec l'impression que avant ils nous connaissaient mais qu'on ne pouvait pas forcément travailler ensemble. Et donc là on se rend compte qu'on a beaucoup plus de villes qui s'engagent, comme Toulouse, comme Libourne, Bordeaux, etc. Sur autant les cuisines centrales que la partie scolaire, voire parfois la santé et le médico-social. Et voilà. Après, il y avait une autre partie dans la question, je ne sais plus. C'était quoi la question déjà ? Non, c'était est-ce que la loi fait vraiment évoluer. On voit bien dans les 3 cas de figure, dans 3 mois, 1 an et 3 mois et 2 ans et 3 mois. Tout le monde doit se mettre en conformité. Et aussi, c'était la question de sobriété. Est-ce que ça fait bouger les choses, les annonces qui ont été faites, l'inflation, comme tu en as parlé, est-ce que ça accélère un petit peu la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment ? Ouais, je dirais plus l'automne. Non, je rigole. Je dirais plus l'inflation en réalité que la sobriété. On a vraiment beaucoup de demandes qui sont... parfois des convives ou des consommateurs qui veulent en parler à l'équipe parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un sujet gaspillage et que ça pourrait marcher sur leur site de restauration et qui derrière entraîne une discussion où oui, en fait, on prend le point et on le met en place. La sobriété énergétique en soi, j'ai pas encore eu vraiment le sentiment d'urgence sur ce sujet-là. Peut-être vous l'avez eu. Mais voilà, nous c'est plutôt le consommateur, on va dire, qui s'en rend compte, voire parfois les équipes de restauration qui ne supportent pas l'idée de jeter et qui se disent mais peut-être qu'on pourrait en discuter pour le mettre en place. Et voilà, les établissements, les entreprises elles-mêmes qui demandent aussi beaucoup plus d'agir sur le sujet. Il y a aussi une exemplarité que les entreprises ont envie d'avoir parce que c'est plus cool de jeter. Et ils ne veulent plus le faire, même s'ils ne sont pas convaincus, même s'ils ne sont pas écologiques. L'image est mauvaise. Et rien que ça change beaucoup de choses. Et la pression sociale, ça marche aussi. Ouais, puis pour rebondir sur ça, il y a une question de rétention et de capacité à attirer des nouveaux collaborateurs, des jeunes talents qui vont, s'ils ont 3 choix de carrière ou 3 choix d'entreprise pour leur premier job, dans la plupart des cas, se diriger vers celle qui est la plus exemplaire du point de vue environnemental. Et je sais pas quel âge vous avez tous les deux. Moi, je vois les plus jeunes au boulot, ils sont vraiment, ils sont de plus en plus à donf, et on peut imaginer que ça va continuer à s'accélérer.
Ça serait génial qu'en entretien d'embauche, le candidat demande et alors, est-ce qu'il y a un système de compostage à la cantine? Non, bah, je viens pas. Je pense que ça se fait déjà, ouais. Nous, on demande à nos candidats s'ils pissent sous la douche, déjà, pour savoir si on les prend ou pas. Véridique. Un petit point sur la sobriété énergétique. Nous, ça nous est pas trop, enfin, la tension sur les approvisionnements en énergie, nous, ça nous est pas trop favorable, la filière compostage. Donc, c'est un double mauvais effet, puisqu'en période de raréfaction de gaz, il existe une autre filière pour valoriser les déchets alimentaires, qui est la méthanisation, qui va produire du biogaz, qui fait circuler des camions. Donc, on doit faire preuve d'encore plus de ténacité et d'arguments pour attirer nos prospects, nos clients vers plutôt la filière compostage, qui est une filière peut-être un peu plus coûteuse en ce moment, mais évidemment d'avenir, enfin d'évidence, plutôt que sur la méthanisation. Merci. Je vous propose qu'on passe aux questions dans l'assistance. Je suis sûre que vous en avez plein. Tout à l'heure, vous étiez tous debout quand j'ai dit est-ce que vous avez des questions à poser? Alors, 3 quarts d'heure plus tard. Il y a une question là-bas. Ouais. Avec le micro ou pas? Ouais. Bonsoir, j'ai une question pour Martin, chimiste. J'étais curieux, peut-être que j'ai loupé tout à l'heure, mais il y a un ratio de conversion, genre en kilos de déchets, kilos de compost qui... C'était sur la slide, je crois. Le ratio que j'ai fait apparaître tout à l'heure, c'était 1 pour 5, enfin 20%. Ça peut être très variable en fonction des conditions de transformation. Mais en gros, on considère qu'en masse, tu divises par 5. Tout simplement parce que les déchets alimentaires sont constitués à 75 voire 80% d'eau qui s'évapore lors du processus de transformation. C'est pas mal déjà, 20%. C'est pur, quoi. Moi j'ai une question sur les paniers à sauver. On est de plus en plus à être végétarien. Est-ce que, enfin, je sais que moi, à titre personnel, j'aurais du mal, enfin, j'en mange quand ça va aller à la poubelle de la viande. Mais du coup, je pense que ça peut être une barrière pour pas mal de gens. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place ou qui est en réflexion ou en option pour certains partenaires? Vous êtes flexitarien ou végétarien? Parce que ça avait l'air un peu flou quand même. Non, je suis vraiment végétarien. Ouais. Tu Il as dit que y a beaucoup de végétariens qui sont en fait des flexitariens. Je travaille dans une cantine d'entreprise et on a par moment des plats qui n'ont pas trouvé preneur via Too Good To Go par exemple et qui vont aller à la poubelle. Et je trouve, je suis pas végétarien parce que, je suis végétarien par conviction, pas parce que ça me dégoûte ou quoi que ce soit. Donc c'est encore pire que ça aille à la poubelle et je me dis que la pauvre bête est morte encore pour rien. Donc autant la manger, quoi. Totalement d'accord. Mais je suis 100% végétarien. Je plaisantais. Théoriquement. Je plaisantais. Chacun fait comme il veut. Non, c'est un vrai sujet. En fait, effectivement, si le site de restauration il est amené à avoir une offre qui peut être, qui peut contenir de la viande, nous, notre but, c'est de sauver 100% de la surproduction. Donc, en fait, c'est plus une discussion sur est-ce que vraiment il y a une forte part de vos invendus qui vont être végétariens. Et dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on crée une sous-offre sur le compte qui va être panier surprise végétarien et il y aura un panier surprise classique à côté. Et ensuite, c'est eux qui alimentent en fonction. Après, on ne va pas le faire si le panier est plus souvent, il est à 90% non végétarien. Voilà, on va essayer quand même de simplifier pour que l'utilisation soit simple. Mais oui, ça nous arrive très souvent et ça nous arrive plutôt sur les cuisines centrales d'ailleurs, où ils ont aussi beaucoup parfois de légumineuses garnitures qui... en fait, on s'est plutôt rendu compte à l'inverse qu'il y avait des consommateurs, utilisateurs, qui étaient un peu déçus quand ils avaient récupéré un panier où il n'y avait pas de viande. Malheureusement, c'est encore le cas. Donc parfois, on précise aussi, on recrée une sous-offre pour répondre à ça. Bonsoir. Du coup, moi, j'avais une question pour la partie Consigne Vengo. J'aurais voulu savoir, par rapport au marketing sur le packaging que vous faites en verre, est-ce que c'est personnalisé pour chaque entreprise? Et est-ce que dans le futur, par exemple, vous preniez l'exemple de McDo, KFC, est-ce que par exemple avoir un packaging pour
tous les fast-foods leur permettraient de passer d'un à l'autre. Et est-ce que vous ne perdez pas l'aspect marketing si vous faites ça? C'est une super question et c'est la question à 1 million. En restauration collective, on standardise tous les contenants parce que justement l'aspect marketing est beaucoup moins fort. C'est pas très grave s'il n'y a pas écrit Sodexo et leur Compass, et d'ailleurs leur packaging d'avant n'était pas brandé. Et la clé, encore une fois, du réemploi, en tout cas un modèle qui est optimisé, c'est le volume. Plus on va standardiser les contenants, plus on va faire baisser les coûts en fait, opérationnels, logistiques, tri, tout ce que vous voulez. Donc c'est indispensable de tendre vers la standardisation des contenants. En revanche, pour certains secteurs qui sont encore trop récents en fait, dans leur transition vers le réemploi, ils ne sont pas prêts à standardiser leurs contenants. Ils veulent garder leur image, leur marque, donc tous leurs contenants sont brandés, tous ceux que vous avez cités. En revanche, ils font tellement de volume qu'à eux seuls, on a quand même des économies d'échelle. Néanmoins, encore une fois, notre vision, c'est qu'un jour, on tendra peut-être vers le ou les contenants standards qui feront que ce modèle est scalable. Mais aujourd'hui, c'est une question de temps, ils ne sont pas prêts et on va y arriver. On avait une question devant. Alors c'est une question pour les alchimistes. Par rapport au tri de la nourriture, est-ce qu'il y a des règles? Ou est-ce que... parce que par exemple pour un lombric-composteur, il y a des choses qu'on ne peut pas jeter dedans. Donc dans les cantines, je ne sais pas qu'est-ce qui fait la qualité de votre compost. Est-ce qu'on peut mettre du jus de poisson avec du fromage Ouais. Absolument tout, ouais. Pardon. C'est vrai qu'à la maison, c'est un peu risqué de mettre du jus de poisson. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà testé, mais c'est vraiment pas cool. Même les agrumes, ça peut être compliqué parce que ça empêche les autres aliments de se dégrader. On dit aussi que les oignons, ça marche pas. Tous les produits carnés, c'est risqué parce que ça ramène des nuisibles et des nuisances olfactives. Notre modèle à nous, c'est un modèle qui est micro-industriel, qui est validé par des agréments sanitaires qui nous sont délivrés par le ministère de l'Agriculture et qui nous permettent de traiter les sous-produits animaux dans des conditions optimisées. Donc on ne se contente pas de tout mettre sur un tas et de regarder la nature faire. Non, on va broyer, on va équilibrer la recette entre matières azotées, donc les déchets alimentaires, et matières carbonées, plutôt le bois ou les déchets végétaux, contrôler la température, contrôler le niveau d'humidité, remuer la matière pour que ça se dégrade bien, qu'on ait nos agréments sanitaires et que en début de chaîne, on puisse prendre tous les déchets, y compris le jus de poisson ou les têtes de... ce que tu veux. Et y compris les couches, ou c'est pas ce même, ce même circuit Si, c'est une bonne question. C'est presque une question à un million. Pas forcément un rapport avec la cantine d'entreprise, mais... La baseline des alchimistes, quand ça a été créé il y a 6 ans, c'était nous transformons vos besoins en fleurs. L'idée initiale, c'était de créer la première filière mondiale de fabrication, de conception, distribution, collecte et compostage de couches culottes usagées pour enfants. C'était assez compliqué quand on s'est lancé, donc on a mis ça un peu de côté et c'est revenu parmi nos priorités depuis 3-4 ans. On a un site dédié Porte de Pantin qui fait de la recherche-action, qui va collecter une quinzaine de crèches à Pantin et à Paris. On est en lien avec des labos de chimie organique, avec des producteurs de couches en France et en Suède, pour créer la première couche 100% compostable qui sera ensuite compostée et qui pourra retourner au sol. Il y a pas mal de barrières réglementaires, puisque le compost, les amendements produits à partir d'excréments humains ne peuvent pas être redistribués ou revendus. Donc il y a un peu de lobbying, même au niveau européen, à faire, mais ça avance plutôt bien. Et on peut imaginer que, je sais pas, en 2024, on ait commencé à lancer cette première filière, sachant que les couches, il y a beaucoup de matière organique dedans. Et là, je vous parle que des couches pour enfants. Je vous laisse faire la suite du raisonnement. C'est beaucoup de matière organique aussi qui pourrait revenir au sol. Qui enchaîne avec... 3,5 milliards de couches jetées par an en France, pour enfants. Enfouies. Et c'est énorme.
Alors, moi, je suis un grand consommateur de Too Good To Go. Et malheureusement, dans Too Good To Go, parfois, et même très régulièrement, quand je prends des paniers, j'ai souvent beaucoup de déchets, et beaucoup de déchets plastiques. Et du coup, ce serait pas le moment de lancer un partenariat avec Gringo? Si. C'est un vrai gros sujet et pour nous c'est un peu oui, comment on va plus loin sur encore réduire l'impact environnemental derrière une action qui réduit un impact environnemental. On essaie de pousser le réemploi, on essaie de faire en sorte d'allier aussi de la consigne quand c'est possible et je retourne du coup la question aux acteurs qui sont présents ici pour mettre en place plus de cas où on aurait des paniers Too Good To Go consignés. Ce qu'on essaie aussi de favoriser sur le réemploi, c'est des cas où l'utilisateur vient avec son contenant. C'est pas toujours évident parce que opérationnellement, c'est plus la même chose de portionner son panier en amont ou de le portionner quand l'utilisateur arrive. Mais on a des cas où ça se passe très très bien. Typiquement, on est en train de déployer sur toutes les résidences Colisée, c'est les résidences d'EHPAD, le service Too Good To Go. Encore une fois, on pense que les EHPAD, c'est pas bon, mais c'est très beau, très bon, les paniers chez Colisée. Et pareil, on offre la possibilité, les résidences ont deux modes opératoires. L'une qu'on essaie d'éviter, qui est de continuer à avoir un emballage, une barquette pour portionner. Et l'autre, par contre, qui est le cas qu'on pousse le plus et qu'ils utilisent le plus dans ce déploiement, c'est où l'utilisateur vient avec son contenant. Donc pareil, on indique dans l'application, au moment du reçu, de venir avec deux contenants d'1 litre. C'est portionné directement à partir des bacs gastro ou des restes de cuisine et ensuite c'est ramené à l'utilisateur qui repart avec ses propres contenants. Donc ça, opérationnellement, c'est un cas de figure de réemploi qui est simple, mais effectivement, aller plus loin, ça sera encore mieux avec un système de consigne, que l'utilisateur soit un convive ou que ce soit n'importe qui repense à revenir de redéposer son emballage. On va y bosser. Je te le promets. 2024. Toujours pour Guillaume, je voulais savoir si ça a un coût Too Good To Go pour le restaurateur ou c'est uniquement un coût à chaque une commission, à chaque achat Ouais, il n'y a pas de coût, c'est pas gratuit, mais il n'y a pas de coût pour le site, c'est une commission qui est déduite de la valeur. Donc en fait, l'utilisateur paye sur l'application et nous on reverse au site de restauration et à la distribution en déduisant une commission pour maintenir le service. Alors peut-être pour conclure avant d'aller manger ces petits fours dans des contenants de la consigne Gringo. Et d'ailleurs, ce qu'on mange dedans, ça vient de Too Good To Go ou ça a poussé sur le compost des alchimistes ou... On ne sait pas, non. Ok, bon. Peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire assez rapidement le gros enjeu à relever pour vous là dans l'année et pourquoi vous allez y arriver? C'est pas la question de la baguette magique? Ouais, on a une baguette. Sinon, on peut sortir la baguette magique. Ok. Ouais, parce que les enjeux, je trouve ça un peu. Donc, c'est classique, c'est absorber, être à la hauteur de la demande. Donc du coup. Remplir nos objectifs de consigne sur tous les secteurs qui nous le demandent. Donc ça veut dire quoi? C'est maintenir un service de qualité, une innovation toujours au rendez-vous, recruter 2 fois plus de personnes. Tout ça, c'est un énorme enjeu. Mais il y a un autre enjeu qui est aussi la sensibilisation, parce que même si les gens sont convaincus, même s'il y a des sondages qui disent que les Français sont prêts, il y a un décalage entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Donc moi, mon rêve, c'est qu'il y ait une TVA green. Voilà, c'est là ta baguette. Tu sors ta baguette magique. Voilà. Là. Ok, vas-y. TVA green, qu'est-ce que c'est? C'est que demain, en fait, si on a le choix, on préfère un produit éco-responsable versus un autre, parce qu'on aura une TVA
plus intéressante et du coup on paiera moins cher. Parce qu'aujourd'hui la perception des consommateurs et de nos clients restaurateurs, c'est que oui c'est bien une solution RSE mais ça coûte cher. Et en période d'inflation, on ne peut pas trop leur en demander. Évidemment il y a des pionniers mais on ne peut pas juste être une niche et vivre qu'avec des personnes qui agissent sans attendre les autres. Parce que pour avoir de l'impact environnemental et pour avoir un impact sur cette transition écologique qui n'attend pas, il faut que tout le monde s'y mette. Et donc pour que tout le monde s'y mette, il faut qu'il y ait une incitation au moins financière et que l'État dise oui, en fait, tous ces produits-là, moi, je vais baisser la TVA pour inciter les consos à préférer en fait un emballage réutilisable versus jetable et qu'une entreprise paye moins cher c'est son packaging réutilisable versus jetable. Et voilà, la boucle est bouclée. Moi, je suis un peu monomaniaque, je vais encore vous parler des sols. C'est une boucle, hein, les alchimistes, ouais. C'est normal. On commence par ça, on y termine par revient ça. À chaque fois. Il y en a certains d'entre vous, certainement, qui ont participé à la fresque du climat, qui ont eu la chance de faire ça, ou qui sont peut-être même animateurs au bureau ou dans des assos. Il y a un truc qui va sortir bientôt, qu'on a co-designé avec l'ADEME, qui s'appelle la fresque du sol, et qu'on va commencer à déployer à partir de janvier. Et donc moi, mon rêve, ce serait que, c'est pas dans l'année qui vient, mais dans un peu plus longtemps, c'est qu'on fasse de la santé des sols un sujet d'utilité publique, au même titre que le gaspillage alimentaire. Et on a eu un peu de retard sur les précédentes élections présidentielles, mais on est très très motivé pour que dans chacun des programmes de tous les candidats de 2027, le sujet des sols soit en haut de la pile. Le mot de la fin, Guillaume? Le mot de la fin de la fin? C'est dur ça. Là, moi, on sort une phrase un peu spirituelle, tu vois. Ouais, mais je ne sais pas si je serai à la hauteur de cet enjeu. Non, mon rêve, ça serait qu'il n'y ait plus aucun humain avec Non, pas plus aucun humain, la phrase s'arrête pas là. Qu'il n'ait plus de réfraction, en fait. Je pense que le pire problème de tout ce qu'on vient de présenter là, c'est les réfractaires au changement. Et c'est facile de le dire, mais nous on le voit au quotidien. En fait, bien sûr, il y aura toujours des freins, il y aura toujours des possibilités de faire mieux, d'aller encore plus loin, etc. Mais ce qui est le plus dur, je trouve, c'est les acteurs qui voient le problème et juste voient les freins d'agir avant de chercher à tester, expérimenter, contourner les freins, trouver des solutions. Et souvent, quand ils testent, ils trouvent des solutions pour les enlever. Donc voilà, si on pouvait conduire le changement, mais de façon hyper simple, sans qu'il y ait de frein, je pense qu'on serait tous beaucoup plus avancés et le monde irait mieux. Voilà, c'était le mot de la fin pour moi, en tout cas. C'est pas mal. Levons les freins et allons-y. Merci à vous trois pour ces interventions. Vous pourrez poursuivre autour d'un verre et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des petits fours, Iris, tu peux nous dire ce qu'on mange? Surprise, voilà, surprise. Eh bien, écoutez, bon appétit et poursuivez bien cette soirée. Merci beaucoup. On va pas gaspiller, hein.